Fait que bienvenue dans notre dernier cours officiel de React. On va regarder aujourd'hui les deux derniers éléments qui nous manquent de nos main concepts, qui est le conditional rendering, puis la création de listes et de leurs clés respectives. Donc, le conditional rendering, c'est la pratique de pouvoir décider, avec des conditions, avec des structures de contrôle conditionnelles, des if, est-ce que j'affiche ça ou j'affiche ça? Puis voir c'est quoi les mécanismes dans React qui nous permettent de faire ça, puis comment est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes avec ça. L'autre élément par la suite, celui des listes, ça va nous permettre de créer des listes de components de React pour des éléments qui sont créés de manière itérative. Donc, si on repense à notre dernier exercice sur les Pokémon, on avait une liste de 3 Pokémon disponibles, puis c'était pas si pire de l'écrire à la main, mais si on avait une liste de les 150 Pokémon avec les 150 images, ça serait intéressant d'avoir quelque chose qui peut prendre juste la liste des noms, puis de construire toutes mes components qui pourraient venir avec ça. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on réussit à créer ce genre de liste-là. Puis, on va aussi passer par la bande à l'utilisation de la fonction map de JavaScript qui me permet de m'aider dans ces outils-là. Fait qu'on commence. On a le principe de j'ai différents components. Fait qu'ici, on va se partir notre app. On va aller travailler là-dedans. Fait qu'on va enlever notre stock habituel. Fait que ici, j'écris Hello. Puis on a ici le Hello qui apparaît. Excellent. Fait que on va avoir 2 function components. Ici, juste pour bien garder, parce que c'est des petits function components, puis on va avoir beaucoup de conditionnels. On va les mettre à l'intérieur du même fichier que d'habitude. Donc, la bonne pratique, c'est de les mettre dans des fichiers à part, d'être capable d'exporter l'élément, d'être capable de l'importer dans l'autre. C'est des choses qu'on a vues dans les dernières semaines. Mais permettez-moi académiquement de ne pas faire ça aujourd'hui, juste pour mieux voir le code à l'intérieur d'une seule page. Fait que ce qu'on veut faire, c'est être capable de dire, moi, j'aimerais ça ici. Comme d'habitude, il décide de le mettre d'une manière intense. OK. Donc, on a ici notre component principal qui est greetings. Donc, si on regarde, le greetings reçoit un prop qui est le is logged in. Fait qu'on peut ici marquer is logged in. Puis je peux mettre la valeur, mettons true. Il n'y a pas de S avec greetings. On va pouvoir enlever ça aussi. On n'utilise pas. This is fine. OK. Fait que le principe du conditional rendering, c'est de dire, bon, je veux avoir un component dans un certain cas, puis dans un autre cas, je vais avoir un autre component. Donc, le principe est assez simple. J'ai le welcome back si je suis logged in, puis si je suis pas logged in, je vais avoir le guest greeting. Donc ici, si je change ça, puis je mets ça à false, on voit que ça l'utilise l'autre à la place. Donc, on est capable, à l'intérieur d'un function component, d'avoir plusieurs returns. Okay? Donc, le principe du return, c'est de retourner notre réponse par rapport à ce qu'on est en train de faire. Puis, en utilisant de l'imbrication de component, je peux décider, je regarde s'il est logged in. S'il est logged in, j'utilise le user greeting. Sinon, j'utilise le guest greeting.
Donc, évidemment, là, c'est des exemples un peu académiques. Là. J'aurais pu littéralement mettre les H1 dans les deux endroits, ça aurait fait la même chose. Mais on peut penser à des situations beaucoup plus complexes, hein, où c'est que quand tu arrives sur un site web, ben, si tu n'es pas logged in, tu as juste le login page. Puis, si tu es logged in, ben, tu as la barre de navigation, tes différents menus, tes différents services, et ainsi de suite. Donc, le principe ici est très académique, mais on peut voir que ça peut se projeter dans des situations beaucoup plus complexes que ça. On va regarder un deuxième exemple qui va nous démontrer comment aussi travailler avec le même principe, mais avec des choses dynamiques à l'intérieur. Donc, on peut rajouter ici, attends, si je vais ici. Non, c'est pas ça que je veux. Je l'ai pas. Okay, nevermind. Donc, on va ici se donner un nouveau bouton. Fait qu'ici, le principe, c'est j'ai deux boutons, un Python login, un Python logout. Puis les deux vont utiliser une fonction que je vais recevoir à travers les props. OK? On se crée une fonction qui va gérer ça. Ouais, ici, il va falloir recommencer à ajouter le useState. On va se donner un petit peu plus de place. Puis on va réagencer ça correctement. Fait qu'ici, on s'était créé deux boutons. On garde tous nos éléments précédents. Tout est là. Hein? Fait qu'on se crée un login button puis un logout button qui pourrait avoir d'autres éléments à l'intérieur, d'autres fonctionnalités. OK? Encore une fois, un peu académique comme principe. Puis, on se crée ici notre return qui a notre greetings puis qui va avoir notre bouton à l'intérieur. Okay, notre bouton tout de suite après. Puis la question, c'est notre bouton, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire login ou est-ce qu'il va dire logout? Fait que pour décider, j'utilise le isLoggedIn. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je mets ça à l'intérieur d'un état. Okay, donc, à la place de moi-même mettre l'état, là, on met ça maintenant dans un contrôle de state, donc le useState, qui va avoir le isLoggedIn, fait que je suis capable de le passer à mon greetings de tantôt, qui va me dire le please sign up. Si je change ça, à avoir le true ici, on peut voir que ça change l'état initial. Puis, qu'est-ce qui se passe de plus? Ben, maintenant, je vais avoir des fonctions de handling, hein, que je vais pouvoir envoyer à mes boutons, puis qui va faire en sorte que ça va changer mon bouton de login. Fait que là, dans ma fonctionnalité, qu'est-ce qui se passe? Quand je clique, ça change mon état. En changeant mon état, ça change quel élément je devrais utiliser. Puis, ça le fait pour les deux. Donc ici, on a le greetings qui l'utilise directement. Puis, on a un autre conditionnel ici qui me permet de créer un
ou l'autre des boutons. Puis React, lui, il fait comme, ben, quand il y a un changement, je repasse au travers de tout. Fait que je recalcule est-ce que je suis logged in ou pas, puis je décide est-ce que je change les boutons de place, est-ce que je change comment est-ce que c'est représenté à l'intérieur. Donc, on a cette capacité-là de créer les différents éléments. Donc ici, c'est tout le même principe. Là. Le but du conditional rendering, c'est de comprendre que je peux utiliser des conditions pour décider qu'est-ce que je retourne. Ou sinon, je peux, à l'intérieur même du code, utiliser une conditionnelle pour créer un élément. Parce qu'on se souvient, dans le premier cours de React, on avait vu qu'on peut se créer une variable. Puis dans cette variable-là, je peux avoir un bout de JSX que je fais afficher entre accolades. Donc c'est aussi possible à l'intérieur de nos affaires. Donc là, de savoir est-ce que je fais un nouveau component, est-ce que j'utilise des éléments, est-ce que lequel que je fais quoi, là c'est un peu à votre discrétion, à votre architecture, à votre design, à votre conception. Un élément qui est aussi intéressant, ça va être les conditionnels avec des et. Fait que ici, on va regarder celui-là. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. Comme ça. On va se donner juste un petit test. Puis on va se créer un petit mailbox. Ici pour mieux voir ça d'un coup. Donc, un autre élément qui peut être utilisé dans le même principe de rendering conditionnel, ça va être l'utilisation du double E. Parce qu'on se souvient dans les opérateurs logiques, où on ne se souvient pas, là, ça fait longtemps maintenant, des semaines, quand on a vu le retour de JavaScript, que l'utilisation des opérateurs logiques avait quelque chose de spécial en JSX. Fait que quand on regarde ça ici, quand on a quelque chose de true, puis quelque chose qui est une expression, on va toujours avoir l'expression. Puis, quand on a l'élément ici, ça va évaluer juste à false. Puis, quand ça va être false, ben, ça va juste rien afficher ici. Là. Donc, le principe, c'est que si je décide de changer mon tableau, donc, mettons ici, je change mon tableau, puis quand vient le temps de créer le tableau vide, il va juste skipper cet élément-là. Donc, il va juste sauter par-dessus, puis ne pas rien afficher. Donc, ça, c'est un élément intéressant pour travailler avec ça. Une autre possibilité, c'est de avoir, si je veux que le composant lui-même ne retourne rien. Donc, on revient à notre... on a des messages. Si je veux, je peux dire je peux retourner un component qui est nul. Un component qui est nul va juste ne pas être affiché du tout. Il ne va pas exister dans mon arborescence. Fait qu'encore une fois, on va faire notre test.
on délite les messages un à un. On a un message. Puis quand on arrive à 0 message, on voit que tout le top ici n'existe juste plus. OK? Il n'y a plus de hello, il ne s'est jamais rendu ici. Il a juste retourné nul, puis il a skippé par-dessus ça au complet. Donc si on regarde même dans l'inspecteur, voir qu'est-ce que ça donne. On va se donner un petit peu de place pour qu'on puisse voir ici. Si on regarde, on a notre header, on a un div, puis on a tout de suite le please sign up. Il n'y a rien entre les deux, là. Il n'y a pas rien créé par rapport à ça. Donc, on est vraiment capable de décider est-ce que ça va être affiché ou pas, dépendamment de la problématique que je suis en train de résoudre. Parfait, fait que ça c'était le nul. Excellent. Fait que ça ici, ça fait le tour du principe du conditional rendering. Donc, il n'y a pas rien de nouveau dans les concepts, dans la syntaxe. C'est vraiment juste de s'outiller du fait que les choses en JSX, c'est des expressions. Donc, ça peut être dans des variables, ça peut être dans le retour de fonction, puis comment est-ce qu'on agence ça avec des conditionnels pour faire en sorte que je décide d'afficher tel élément ou je décide d'afficher tel élément, qu'est-ce qui se passe à quel moment. Donc, c'est ça le principe du conditional rendering. Parfait. Deuxième sujet de la journée, c'est le principe de liste. Donc, le but ici, c'est d'être capable de créer, ici, il me semble que j'ai un petit exemple de qu'est-ce que ça peut donner à la place. Bla, 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 bla. Non, pas rien de direct, pas grave. Donc, le même élément qu'on avait dans le select, hein, dans notre problème de Pokémon, où c'est que tu as plusieurs options, comment est-ce que je serais capable pour créer ça de manière algorithmique? Okay? Donc, avec une partie de programme, ne pas avoir à le taper moi-même. Avant de s'attaquer à ce problème-là, il va falloir avoir une petite parenthèse sur certaines fonctionnalités de JavaScript pur. Donc, on va aller regarder la fonction map de JavaScript. Donc, ici, on va arrêter notre petite affaire. On va juste se créer un nouveau, pas un nouveau dossier, juste un nouveau fichier qui va s'appeler maptest.js. Puis à l'intérieur, on va aller mettre cet élément. Fait que ici, j'ai un tableau que je déclare. J'utilise une fonction map avec des choses funky qu'on va regarder dans quelques instants. Puis on a le résultat qui est assigné dans quelque chose qui s'appelle double, puis je affiche le résultat de double. Fait que ici, si j'exécute ce fichier-là, hein, donc on peut exécuter juste un fichier JavaScript, on veut juste voir les fonctionnalités de JavaScript. Fait que je peux voir ici que ça me retourne le tableau 2, 4, 6, 8, 10. Fait que ici, ce que ça va faire, c'est que, puis si, admettons, je change les valeurs pour mieux voir, hein, le principe de la chose, je peux voir que qu'est-ce que ça a fait, c'est que ça l'a multiplié par 2 chacune des valeurs, puis ça m'a retourné une nouvelle version du tableau avec les différentes valeurs à l'intérieur. Fait qu'on va aller étudier comment est-ce que la fonction map fonctionne. Fait que la fonction map, si je regarde à l'intérieur, ça a un seul paramètre. Puis le paramètre, je peux remarquer ici que c'est une fonction, okay, en type arrow function. Fait que qu'est-ce qui va se passer? On peut aller regarder map JavaScript. La fonction map, comment elle marche? Fait que si je regarde la fonction map, ça marche sur des tableaux, sur des arrays. Ça prend un paramètre à l'intérieur. Puis, qu'est-ce que ça l'utilise comme paramètre? Ça l'utilise une callback function qui a au moins un paramètre
qui va être la valeur courante sur laquelle je veux travailler. OK, fait qu'ici, je suis dans la documentation de JavaScript pur pour regarder comment ça marche la fonction map. Puis c'est là que je peux voir que ça prend une fonction qui prend un paramètre. Fait qu'ici, si on l'étire un petit peu, OK? C'est un peu comme si j'avais fait ça. Donc, le principe de map, c'est que ça marche avec des tableaux. Puis, je lui envoie une fonction. OK? Fait que j'y envoie une fonction. Puis cette fonction-là, ce qu'elle a, c'est un paramètre d'entrée. Puis, le paramètre d'entrée, OK, je fais ce que je veux avec. Donc, ici, je le multiplie par 2. Puis, je le retourne. Puis, ça va être la nouvelle valeur que ça va prendre dans le tableau où c'est que j'avais cette ancienne valeur-là. Fait qu'en gros, la fonction map, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle prend le tableau. Pour chacune des valeurs, je vais appeler cette fonction-là avec. Puis le résultat, c'est ça que ça va me donner dans le tableau résultant que je vais créer avec map. Donc, est-ce que c'est un peu clair, semi-clair ou pas clair pantoute? Ici, on peut voir que l'option très claire n'était juste pas disponible. Est-ce qu'on peut faire de façon directe comme une mutation d'un tableau lui-même ou il faut toujours passer par un tampon dans le fond? Ben ici, en JavaScript, on va vouloir... Parce que le principe, c'est que, mettons, je pourrais le faire, mettons, avec une boucle. OK? Donc, le principe de map, c'est vraiment de la même chose que si je faisais avec un for, i est égal à 0 jusqu'à temps que i soit plus petit que... tu parcours tous les éléments. Numbers.size, puis length, je crois. Ouais. Puis i++. Fait que c'est le même principe, c'est juste que ça me permet de le faire d'une manière qui est vraiment plus compacte. Mm-hmm. Hein? Donc, la fonction map, c'est je veux une boucle qui va prendre la valeur, faire une transformation de la valeur, puis je veux le tableau des comme résultats de chacune de ces transformations-là. C'est ça le principe fondamental. Donc, tu es capable de le faire avec des boucles, mais si tu commences à regarder le code d'autres mondes, puis si tu commences à vouloir augmenter la lisibilité de ton code, tu veux utiliser les outils qui sont là. OK? C'est le même principe, c'est... On pourrait aussi faire ça avec un while, OK? Où c'est que nous autres mêmes, on incrémente notre patente, mais comme on sait utiliser les for à ce point-ci, là. On est capable d'utiliser un for puis de mettre la bonne configuration de la boucle. Ben, quand on veut aller au niveau au-dessus de ça, on va commencer à utiliser les fonctions qui gèrent nos boucles de manière plus facile encore. Fait que c'est comme ça, c'est notre avancée ici. Fait que on a la fonction, puis ce qu'on a vu, c'est qu'à la place d'avoir le nom de la fonction, hein, je peux avoir une fonction arrow, fait qu'ici je pourrais avoir ici le let qui serait égal à ça, hein, ça fait la même chose. Puis non seulement ça, mais quand on a juste un retour direct, j'ai pas besoin des accolades. J'ai juste besoin de la valeur de retour. Fait que là, ce que j'ai fait ici, ben, j'ai plus vraiment besoin de la variable tout seul. Je peux juste prendre l'expression de fonction puis venir mettre ça là directement à l'intérieur. Puis là, je me retrouve avec la même chose que j'avais ici. Fait que, avec ça, on a le principe de j'ai un map à l'intérieur. OK. Fait que comment je fais pour
être capable de gérer ça dans mes applications. Fait que ici, on repart ça. On va repartir à 9. Il faudrait faire npm start. Excellent. Fait que là, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est une liste. OK? Fait que on sait... Oups, une liste, ça commence par UL, pas LI. OK? Puis on sait qu'à l'intérieur, on peut avoir différents systèmes. OK? Es-tu capable de l'afficher correctement? Oups. Juste npm start. Excellent. Fait qu'on a une liste. Là, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est à la place d'avoir ici des 3-4, admettons que j'en ai 50, OK, ou que j'ai une liste de valeurs, j'aimerais ça être capable de dire, OK, ben... Oups. Pardonnez-moi. On pourrait dire à l'intérieur, j'ai une liste de valeurs. Yep, fait que... chose comme ça. Puis j'aimerais avoir cette liste-là qui apparaît ici. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est que je me crée des éléments qui vont être des LI, mais qu'à l'intérieur, ça va utiliser cette valeur-là. Fait que c'est là que je vais pouvoir utiliser mon map de tantôt. Fait que le map, donner plus de place. Fait que j'ai mes nombres. Avec le map, j'ai besoin d'avoir une fonction. Puis, quand je vais avoir la fonction, fait que j'ai besoin d'une fonction à l'intérieur. Puis, la fonction, c'est une fonction qui va recevoir une valeur quelconque. Puis, moi, je veux retourner quelque chose avec ça. Donc ici, j'ai ma petite flèche. Puis, je peux mettre mes accolades. Puis, à l'intérieur, ce que j'aimerais faire, c'est un return. Puis là, j'aimerais ça avoir un LI avec le nombre dedans. Fait que je peux retourner le LI. Puis, je veux le nombre dedans, qui est mon val ici. Fait que, puisque je suis en JSX, je vais avoir le contenu de val. Fait que je peux écrire quelque chose de même. Fait que là, j'ai mon list item qui devrait contenir, OK. Ici, on fait un petit... sûrement qu'il ne m'aimera pas, par exemple, si je fais ça. Je pense qu'il va juste falloir l'afficher tantôt. Ouais. Il serait peut-être dans l'inspecteur ici, mais je ne sais pas s'il va être d'une belle manière. Ah, un array de 4 avec des... Ouais, c'est ça, c'est des objets JSX. Il ne va pas nous l'afficher beau. Il va falloir le tester live. Fait que le principe en ce moment, c'est qu'on a un tableau. Puis dans le tableau, on a un paquet d'éléments JSX. Ben, React est fait pour être capable de gérer ça de manière native. Fait que j'ai juste à dire « Affiche-moi le contenu de ce tableau-là. » Puis, lui, il va aller prendre chacune
chacun des éléments du tableau, puis il va juste les coller un après l'autre dans mon élément. Fait qu'ici, on est capable d'utiliser la fonction map pour être capable de faire une liste d'éléments. Puis là, si je voulais, je pourrais très bien dire, je les multiplie par 2. OK? Je leur rajoute 5. Ou sinon, je pourrais même appeler une autre fonction ici pour décider comment j'affiche ces informations-là. OK? Puis, en ce moment, puisqu'on fait juste un return direct, on peut très bien faire fi des accolades. On va juste le mettre juste sur une autre ligne pour que ça fitte tout ensemble, mais je peux avoir mon map, j'ai mon val, puis je retourne les éléments à l'intérieur. Là, quand je fais ça, par exemple, habituellement, React ne sera pas content. OK? Fait que quand je rafraîchis ma page, OK? On peut voir ici, on a ici un warning qui dit que each child in a list should have a unique key property. Donc, le principe ici, c'est que quand on a des tableaux comme ça, c'est extrêmement difficile pour React de faire la gestion des modifications possibles. Okay? Parce que si j'ai une grosse liste, puis je modifie juste un élément dedans, c'est difficile de savoir quel élément a été modifié, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, donc comment le gérer correctement. Donc, React a une fonctionnalité additionnelle qui vient avec ça, qui va faire en sorte que quand j'ai des éléments qui sont répétés plusieurs fois, okay, dans une liste, dans un tableau, okay, donc quand j'utilise le map, l'élément qui est répété va avoir une propriété qui s'appelle un key, dans lequel je vais vouloir mettre un identificateur unique, okay, ou le plus unique possible. Fait que quand je crée ça, il faut que je rajoute un identificateur key. Puis, ce que je peux faire, c'est essayer de trouver quelque chose qui est unique avec. Fait qu'ici, mettons, je préfère un val toString. OK. La majorité des valeurs sont différentes. Fait que ça me permet... Attends, on va le mettre... sa propre ligne. Fait que on a ici le key qui met quelque chose qui est probablement unique. Puis ça va l'aider quand j'essaie de faire des modifications, mettons que c'est un état ou quelque chose comme ça, pour que ça n'affiche pas, que ça ne rafraîchisse pas toute la liste, mais juste l'élément précis dans la liste. Fait que c'est purement quelque chose qui existe pour nous aider, puis qui va faire en sorte que nos applications sont plus efficaces. Je pense que c'est pas mal ça pour qu'est-ce que nous, on va utiliser avec les listes puis les keys. Ouais. Si on a des valeurs répétitives, ça va être à nous de créer quelque chose qui ne sera pas répétitif. Si c'est quelques répétitions, c'est pas très grave, parce que, admettons que j'ai deux valeurs, puis que j'en change une, ben, il va juste mettre à jour les deux, à la place de juste en mettre à jour une. Si on a une série de plein d'éléments qui sont possiblement répétés, là, il va falloir trouver des manières alternatives. La manière qui est comme une espèce de dernier recours, si on retourne voir la fonction ici ArrayMap, par défaut, on a le current value, mais comme deuxième élément possible, je peux avoir un index, okay, qui va me dire c'est quoi le numéro de l'élément dans le tableau. Fait que si on est vraiment pogné,
on peut rajouter un deuxième élément qui va être l'index, puis je peux toujours utiliser cet élément-là comme élément à l'intérieur. Par contre, d'avoir une deuxième valeur, ça peut rajouter beaucoup de temps d'exécution. OK? Fait qu'il faut faire attention. C'est seulement en cas de dernier recours qu'on va essayer d'utiliser ça. Parfait. Parfait. Excellent. Fait que ça, c'est ça. Parler de ça, puis moi, je voulais me rendre à peu près jusqu'aux clés, puis on a ici l'index dans le besoin. Excellent. Fait que je pense qu'on est prêt à regarder le premier travail d'envergure du cours. Fait que je vais mettre le lien dans notre cours d'aujourd'hui. Comme ça. Hugo, j'ai une question. Oui. Est-ce que dans notre cas, le map, il remplace les boucles qu'on a l'habitude d'utiliser? Le map remplace les book for qui traversent un tableau puis qui veut modifier chacune des valeurs du tableau. Donc, c'est un cas spécifique, mais ça permet de le faire beaucoup plus rapidement puis avec plus de lisibilité. Si tu as des book for qui font autre chose, tu sais, comme, mettons, trouver la somme d'un tableau, c'est pas quelque chose que tu peux faire avec un map. OK? Mais quand tu veux parcourir le tableau, puis avoir une nouvelle valeur par rapport à chacune des cases du tableau initial, c'est le map que tu veux utiliser. D'accord, merci. Walid, oui, c'est semblable à un for each de JavaScript. Attends, for each, on va le montrer aussi. C'est ça, je me demandais, parce que dans Java et dans C#, j'utilisais souvent le point for each. Ouais. Est-ce que ça fait la même chose ou il y a quelque chose de différent? Le for each, c'est qu'il va appeler une fonction plusieurs fois. OK, donc si on regarde ici, le for each, c'est le même concept initial, OK, dans le sens que ça marche sur des tableaux, puis ça reçoit une fonction qui reçoit l'élément. Mais le principe ici, c'est que le for each va juste appeler la fonction puis rien faire d'autre. Le map va avoir une action additionnelle de prendre chacun des retours, puis pour chacun des retours, il va te créer un nouveau tableau de ces réponses-là. OK, fait que le for each, c'est juste pour dire je fais une action par rapport à chaque case. Le map, lui, c'est je prends chacune des cases, je trouve une nouvelle valeur, puis ça vient une nouvelle valeur dans un nouveau tableau. Fait que le map fait plus d'actions après là, que le for each. Mais on peut voir que l'appel est le même. Là. C'est un callback avec le current value, tu pourras avoir l'index aussi, l'array au complet au besoin. Puis il y en a une couple d'autres fonctions qui sont intéressantes. Là. Admettons que tu veux trouver justement, mettons la somme d'un tableau. Il y a reduce qui permet de passer à travers tous les éléments puis de trouver comme une valeur accumulée. Okay, donc, il y a des fonctions qui permettent de remplacer la majorité des books que tu vas utiliser. Okay, donc, les book for, c'était cool en l'an 2000, mais rendu à ce point-ci, on a comme des fonctions qui te permettent de faire tous les cas typiques de qu'est-ce que tu fais avec des book for. Alright. Parfait. Fait que ici, ça va être un petit peu différent le lien que je vous ai envoyé parce que c'est un travail d'équipe. Donc, vous pouvez choisir vos équipes là, de la taille. Je ne veux pas des équipes de 20, là, OK? Mais 2 à 3, 4 mêmes personnes, ça serait correct. Puis le principe, c'est que quand vous allez aller sur la page qui est donnée ici, ça va vous donner
Ben, une option pour l'instant, mais une deuxième option tantôt. Donc, si, comme parlez-vous entre équipes, je vous laisse faire vos équipes par vous-même, tu peux créer une équipe, puis une fois que des équipes vont être créées, ils vont être disponibles à sélectionner dans la liste. Okay? Donc, une première personne vient créer l'équipe, ça va y créer son repo. Puis après ça, les autres personnes vont voir dans la liste l'équipe, puis ils vont pouvoir la sélectionner, puis joiner l'équipe voulue. Puis ça va tout vous mettre dans le même repository. Donc, ici, je vais me créer mon équipe. Joignez pas cette équipe-là, hein, c'est mon équipe personnelle. Fait qu'à partir de là, si vous allez sur le site, vous allez pouvoir soit créer une équipe, soit joiner le Team Teacher, mais elle n'est pas dans le Team Teacher, c'est l'équipe de Teacher. Fait que le but ici, c'est qu'on n'a aucune arborescence initiale. Okay? Donc, dans le code que je vous donne, il n'y a rien pantoute. Ça va être à vous de faire le Create React App à l'intérieur de ce dossier-là pour être capable de créer votre application. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme requis? On veut une application, en fait, de... on a les élections américaines là, qui s'en viennent. Là, fait que on va créer un logiciel pour voter en ligne. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Donc, le but de l'application, c'est d'être capable d'avoir des étapes dans notre application. Fait qu'on a une première étape qui va être l'ajout des différents candidats pour lesquels on peut voter. Fait que on a ici une partie de formulaire, on peut rajouter des candidats. À chaque fois que je rajoute un candidat, il va apparaître dans la liste. OK? Une fois qu'on a fini de faire la liste, je peux commencer le vote, puis on va tomber dans une deuxième phase de notre application qui va me permettre de voter pour chacun des candidats. Fait que je vais avoir des boutons, je peux cliquer sur le vote, okay, autant de fois que je veux, puis à chaque fois que je vote pour un candidat, ça va gérer un vote pour ce candidat-là. À la fin, je peux décider d'avoir terminé le vote, puis une fois que j'ai terminé le vote, ça va m'afficher qui c'est qui a gagné, puis le résultat pour chacun des candidats. OK? Fait que une application complète qui va vous demander de soulever toutes les connaissances qu'on a vues durant la partie de React. Puis ici, ça va être en différents paliers. OK? Donc, le principe, c'est qu'il faut avoir une fonctionnalité de base pour être capable d'avoir une note passable. Puis après ça, plus tu montes de palier, plus tu vas avoir une bonne note. Fait que dans les requis techniques, il faut avoir au moins 3 components. Donc, un pour l'ajout de candidats, un pour la liste de candidats, puis un pour la déclaration du gagnant. On a un premier palier qui demande d'avoir, faut avoir l'ajout des candidats, il faut avoir la liste des candidats avec le bouton de vote, puis il faut avoir la déclaration du gagnant. Mais pour le premier palier, le Minimum Valuable Product, on peut avoir tout ça sur la même page sans des transitions. Donc, pas comme qu'est-ce que moi j'ai montré. Donc, le deuxième palier, là, c'est là qu'on va avoir la gestion des étapes, comme qu'est-ce qui est marqué ici. Donc, on va avoir une première étape qui va être la gestion des candidats. Donc, tu peux juste afficher l'ajout puis de commencer le vote. On a une période de vote, puis une fois qu'on a terminé la période de vote, on va avoir l'affichage des candidats et des gagnants. Finalement, on a un bonus, donc qui est pas mal plus difficile, qui va vous demander d'aller chercher des éléments, d'être capable de faire des choses qui n'ont plus ou moins été montrées dans le cours. Donc, on veut avoir des transitions, donc des animations à l'intérieur des étapes. Donc, de quoi que je parle, si, admettons, je fais React Transition, je peux aller voir comment gérer ça. Donc ici, attends, je ne sais pas s'il va nous avoir un petit exemple pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Je vais avoir un exemple. Donne-moi un exemple. Je l'ai-tu mis dans mon...
petit GIF. On va le voir ici quand je vais faire Start Vote, je crois. Fait que quand on va cliquer sur le Start Vote, j'ai dit quand on va cliquer sur le Start Vote, ouais, on peut voir ici que le bouton est arrivé. OK? Puis les choses ne sont pas juste apparues. OK? Les choses ont transitionné. OK? Ça a été beau. Il y a eu des choses qui sont passées. Puis on veut avoir des transitions à l'intérieur de notre application quelque part pour aller chercher notre bonus. Deuxième bonus possible, c'est il faut avoir une gestion quand on a une égalité sur le gagnant. Donc, ça dit soit que les deux ont gagné ou dire que personne n'a gagné. Ça, je vous laisse ça à votre discrétion. Mais d'être capable de gérer quand il y a deux personnes qui ont le même nombre de votes. Fait que ce travail-là, on va se donner 2 semaines pour le faire, mais on va prendre toute la semaine prochaine. Toutes les périodes de cours vont être dédiées pour travailler là-dessus. OK? Donc, il n'y a pas de cours officiel durant les 2 prochains cours de la semaine prochaine. On recommence les cours, nous autres, ça va être quelque chose comme le mardi le 23, non, mercredi le 23, ouais. Parce que nous autres, les cours, c'est les mardis, vendredis, ouais. Fait que les cours du 16 et du 18 vont être utilisés pour travailler sur ce projet-là. Puis après ça, on va avoir un dernier élément sur les requêtes asynchrones dans le front-end. Puis après ça, on va pouvoir passer à notre back-end avec Express.js. Sinon, ça serait pas mal tout pour qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Fait que le restant de la période, ok, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui traînaient un peu de la patte, fait qu'on peut essayer de travailler là-dessus. Si vous voulez vous pratiquer avec les listes, ce que je vous conseille, c'est vous pouvez modifier l'exercice de Starter Pokémon. Puis, quand vous faites cette liste-là, vous pouvez utiliser les tableaux que je vous ai donnés pour essayer de construire les listes de manière algorithmique à l'intérieur. Voilà, si vous réussissez à faire ça. Sinon, ça serait pas mal ça pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général avant que je puisse vous aider de manière... Le code que j'ai fait aujourd'hui, là je l'ai effacé, fait que ça va être plus difficile, mais c'est correct, parce que, pardon, j'ai avalé de ma salive. Tous les exemples, c'est tous ceux qui sont sur le site de documentation. OK? Fait que tu peux aller voir tous les exemples qu'on a fait aujourd'hui sur le site de la documentation. On a le mailbox, on a les différents login control, on a les différents login buttons. Ils sont tous